Oncle Gloire du podcast This is Game. Et aujourd'hui, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Maxime Paris, directeur général et cofondateur de MyBizDev. La forme, Maxime? Et toi, Eric, comment ça va? Ça va, très bien. Début de journée, mais ça va. Et du coup, merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir. pour l'épisode d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet qui est la performance commerciale. Ouais. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Clairement, donc du coup, moi je suis Maxime Paris, je suis le fondateur de MyBizDev. MyBizDev, c'est quoi? On fait du cabinet de recrutement pour les business développeurs, les commerciaux, avec la particularité que je fais très peu d'entretien d'embauche, quasiment pas. Je pars d'un principe où la performance d'un bizdev, c'est beaucoup de soft skills et de la technique qu'on va apprendre au fur et à mesure. Et donc, du coup, j'ai remplacé les entretiens d'embauche par un parcours qui s'appelle Darwin, où seuls les plus forts survivent. C'est que je reçois des candidats au bureau, en fait, tous les lundis. Ils ont un projet test et je les teste sur une dizaine d'épreuves pendant 5 jours. Donc, tu vois, ce parcours-là, il sert à des gens qui ont déjà du bagage à les certifier et pour des plus débutants, justement, à les coacher pour les présenter à des startups et qu'ils aient les outils pour travailler. Puis sinon, moi, Maxime, je recalcule, tu vois, je suis de plus en plus vieux, Eric, je suis en pleine crise de la trentaine, ça fait 12 ans maintenant que je fais du business développeur. Moi, j'avais commencé chez Xerox quand j'avais 19 ans, donc je vendais des copieurs. Et j'en reparlais d'ailleurs ce matin avec une collègue, c'était une époque où j'avais même pas de CRM. Il n'y avait pas de CRM, c'était agenda papier, on était avec notre petite voiture. Et moi, à l'époque, mes sources de prospection, c'était le plan de la ville, de la mairie et des choses comme ça, tu vois. Donc, j'ai fait Xerox 2 ans. Après, je me suis occupé en tant que chef de secteur des hypermarchés Leclerc, Auchan et Carrefour sur les Yvelines. Je travaillais pour Mars Chocolat. C'est Ok. Mars Twix, Snickers, M&M's, etc. J'ai fait ça aussi 2 ans. Après, j'ai fait du commercial grand compte chez Companeo. Donc ça, on vendait des campagnes de web marketing. J'ai fondé une première boîte qui a moyennement fonctionné. Puis ensuite, j'ai fondé MyBizDev. Là. MyBizDev, ça fait 1 an et demi. On a fait plus d'une centaine de placements de business développeurs. On est une équipe interne de 7-8 personnes. C'est une personne, ok. Et Et tu donc, du disais que coup, tu avais... passionné par la performance. du coup, passionné par la performance. Et juste, tu pourrais revenir sur... Tu disais que tu faisais 10 épreuves dans l'épreuve Darwin. Ouais. Tu peux nous donner justement c'est quel type d'épreuve? Ouais, bien sûr. En fait, tu vois, chaque candidat, ils ont un projet test et chaque demi-journée, moi, je vais leur faire un coaching d'1 heure où on va déjà leur montrer. Et sur ce projet-là, tout le reste de la demi-journée, ils vont exécuter. Tu vois, typiquement, lundi matin, bon, c'est le premier jour, c'est stratégie commerciale. Donc là, on va reprendre les termes ICP, persona, etc. Le lundi après-midi, là, on va montrer comment on fait de la chasse grand compte. Donc l'exercice, c'est quoi? C'est comment remonter un organigramme sur LinkedIn, comment utiliser des logiciels pour faire du scrapping et récupérer des informations. Le mardi, mon épreuve préférée, c'est le sales. Donc le matin, théorie de sales, call, découverte des besoins, argumenter et closing. Et l'après-midi, on prend le téléphone et l'objectif, c'est de faire 3 rendez-vous, call, et d'arriver aussi jusqu'à faire 3 propositions commerciales. Mercredi matin, on a l'épreuve de l'automatisation LinkedIn. Donc on montre pendant 1 heure comment on automatise LinkedIn pour générer des leads et ils le feront le reste de la matinée. Là, cet après-midi, c'était scrapping de masse, comment construire des listes de prospects. Donc ils font leur scrapping. Demain matin, c'est le mailing automation. Et le demain après-midi, c'est l'épreuve qui est libre pour attraper ses objectifs de sales, de rendez-vous et de propal. Vendredi matin, c'est le tableau de bord. On sort les stats et en fonction des appétences qu'on a eues pour la semaine, on met directement les bizdev en relation avec nos clients startup, tu vois, tout simplement. Ok, ça a l'air super intéressant. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ta vision de la performance commerciale? Ouais, la performance commerciale, pour moi, c'est essentiel et encore plus pour des startups. En fait, c'est le chiffre où le commercial te fait gagner de l'argent. Tu vois, typiquement, si un commercial te coûte 40 000 euros chargé dans l'année, s'il fait 40 000 euros de marge ou de chiffre d'affaires suivant les maîtrises que tu te pilotes, la performance, elle est de 0. Tu vois ce que je veux dire? Si après, il fait 80, on peut se dire ça fait 1. S'il fait 160, ça fait performance 2. Et en fait, ça monte au fur et à mesure. Parce que s'il faut bien penser dans ces choses-là, c'est que le commercial, le business développeur, c'est lui qui va rentrer le cash et ce cash-là va permettre de financer en fait tout le reste de la société. Et donc forcément, on va attendre de lui qu'il soit rentable et même plus que d'être rentable, qu'il a un coefficient multiplicateur qui permette d'atteindre les objectifs de la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Et autant souvent dans des grands groupes, cette question-là, les gens ont déjà leur métriques. Mais des fois, pour des startups, moi je travaille dans le recrutement, donc les gens vont embaucher leur premier business développeur. Et c'est une question qu'il faut se poser à la base. Qu'est-ce que j'attends de lui? Combien il doit me rapporter d'argent pour que je sois rentable? À quel terme en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que cette performance, il y a 1000 facteurs qui rentrent en scène et ça dépend de pas mal de choses. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que tu es en train de dire justement.
Donc, tu étais en train de dire que justement les boîtes, elles ont déjà leurs métriques. Tu pourrais nous donner quelles sont ces métriques, justement? Ouais, bah typiquement, imaginons, on va commencer par un calcul simple. Je sais pas, moi je suis sales dans une marketplace, je vends des abonnements qui coûtent 1000 euros l'année. Tu vois ce Ok, que je veux dire? Moi, mon salaire chargé, il me coûte 4000 euros de salaire fixe par mois. Donc en gros, si je vends 4 abos, je me rembourse. ok, Si je vends 8 abos, je fais pair x 2. Si je vends 12 abos, je vais faire pair x 3. Donc en fait, du moment où je suis sur du sales et sur des produits simples, là, le calcul, il se fait facilement. Tu vois. Mais imaginons à l'inverse, moi, je suis gros hacker SDR et je génère des leads. Donc là, la question à se poser, c'est en termes de lead gen, combien un lead généré a de valeur dans ma boîte pour extrapoler ce même calcul pour quelqu'un qui fait de la génération de leads. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on ok. puisse se dire, tiens, par rapport à mon business, mon cycle de vente ou mes cycles de clientèle, si mon business me fait 10 leads par mois, il est ROI 0. S'il m'en fait 20, là, je commence à faire x2. Donc, c'est même des questions à se poser. Tu vois, la valeur d'un lead chez moi, c'est quoi? Et donc, cette valeur-là peut être différente suivant ta cible de clientèle. Tu vois, un lead d'un restaurateur n'a pas la même valeur qu'un lead d'un top manager du CAC 40. Tu vois. Et aussi en fonction des cycles de vente, etc. Et justement, bah, si on part sur l'idée de que justement Mm. le contrat c'est de 1000 euros, là, comme tu étais en train de dire, Ouais. combien de leads il doit avoir, justement? Bah après, du coup, dans ces calculs-là, et c'est là où on va prendre des métriques, on va vraiment aussi parler de taux de transformation. Et ce taux de transformation-là peut être différent suivant toutes les boîtes. Mais en moyenne, tu sais, on pourrait se dire qu'un commercial peut transformer un deal sur 4. Ok, Temps de transfo 25%, mais il peut en transformer 1 sur 5. Taux de transfo 20%, ou il peut même en transformer 1 sur 2. Taux ouais, de transfo 50%, tu vois. Mais après, la vraie question à se poser, imagine, tu vois un sales, il fait 50% de taux de transfo, tu vois. Qu'est-ce que tu te dis, toi? Bah, je me dis de voir ce qu'il fait de bien, justement, pour essayer de le répliquer. Ouais, mais tu trouves ça bien ou pas? Bah, 50%, oui, bah, c'est bon normalement, mais Ouais. il faut que ça dure. Parce que il faut pas que ce soit que sur un mois. Bah ouais, mais même si on parle de performance, tu sais, en fait, souvent les sales, on va les juger sur leur taux de transfo. Tu vois, Ok, bah tiens, moi j'en signe sur 2, je suis tueur, etc. Lui, il signe 1 sur 5, il est naze. C'est un peu le raccourci qu'on pourrait se faire parce que souvent les gens voient la performance sur une dimension qui va de, comment je pourrais faire, de haut en bas, tu vois. Je transforme ouais, à 20, je transforme à 50. Et là, on se juge sur ça. Mais des fois, justement, si on parle de performance, le calcul, il est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, on pourrait voir son business en 2 dimensions. Tu vois, donc le taux de ok. transfo, tes capacités à vendre, mais tu pourrais mettre, ça fait bizarre hein, la caméra, on dirait un Égyptien, ça fait là de gauche à droite, on pourrait dire déjà la capacité à prospecter, à générer des demandes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, On pourrait même se dire une troisième diagramme qui pourrait nous dire les différentes offres ou les cibles de clientèle que je vais avoir. Parce que est-ce qu'il vaut mieux avoir un commercial qui transforme à 50% mais qui a 2 rendez-vous semaine ou un commercial qui transforme à 10% et qui fait 20 rendez-vous semaine? Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Et en fait, c'est là où tu rentres sur des pilotages où taux de transfo pour moi 50%. Souvent, ce que je dis à des sales, c'est si tu transformes tout, c'est que tu prospectes pas assez. Souvent, moi, je vais rechercher des taux de transfo entre 20 et 25%, tu vois. En gros, quelqu'un, pour moi, qui signe à 50%, ça dépend de tous les Ah, business, ok, Elric, ouais, ça à prendre ouais. avec des pincettes. Mais quand je vois des tableaux de bord où les mecs, ils signent à 50%, pour moi, c'est qu'ils prennent que des leads rentants, c'est qu'ils attendent des leads d'arrivée, c'est qu'ils partent plus à l'achat, c'est que, je les appelle les commerciaux nourris au grain. C'est Ah, ok, ok, les ah, ok, commerciaux ok. d'élevage. Et c'est pour ça qu'ils transforment tout, parce qu'ils ne font pas violence pour aller chercher du plus. Tu vois? Oui, parce que j'avais pas pris en compte le fait que ça pouvait être de l'inbound ou de l'outbound, justement. Et ça dépend beaucoup aussi de ça. Bah ouais, tu vois. Et donc en fait, c'est pas qu'une question de taux de transfo, mais c'est une question aussi de capacité à prospecter et après une capacité à vendre plus, à faire des upsells. Et là, je vais rentrer sur un diagramme qui est un peu plus intéressant, tu vois. Ça Hmm, répond à ta ok. question, quoi. Je raconte mes histoires, mais des fois, je Ouais, pars un ouais, peu. non, ouais, bah, c'était ça, c'était justement, c'est pour essayer de comprendre justement bah, qu'est-ce que tu cherchais en fait justement, enfin pour montrer qu'un commercial est performant justement. Et Bah ouais. comme tu disais, je pense que c'est très bien de voir le point aussi faut comparer aussi d'où viennent les leads parce que si justement comme tu disais s'il attend que de l'inbound, bah, ça va être beaucoup plus simple qui close. Et Alors encore. qu'une et encore, ouais, comme tu dis. Et une personne qui va justement aller à la chasse, bah, son taux de closing va être beaucoup plus bas parce que c'est beaucoup plus de travail en soi. Parce que Bah oui. par définition, l'outbound, c'est tu contactes une entreprise qui ne te connaît pas généralement. Ouais. Et justement, il faut commencer une relation à zéro. Susciter Et l'intérêt.
exactement susciter l'intérêt, trouver le problème, et généralement ça prend beaucoup plus de temps et ça demande beaucoup plus de leads que de l'inbound, justement pour arriver à tes objectifs. Bah ouais, c'est exactement ça. Et tu sais, en parlant de la perf, là, on a vu le calcul et pourquoi pas le diagramme avec les taux de transfo, etc. Mais moi, j'ai dû côtoyer depuis 12 ans, j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines d'équipes commerciales dans Ok, tout type de boîte et dans tout type de start-up, tu vois. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que peu importe les boîtes ou les start-up, la proportion de la performance dans ta team, c'est toujours la même. Je m'explique. Tu as ok, toujours 10% des mecs qui vont faire 100, 150%, 200% d'objectifs, les top performers. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours 40% de l'équipe, j'exagère, à prendre avec des pincettes, ça peut être 50%, tu vois, de mecs qui tournent, qui sont à target ou qui font 1,5, 2, et c'est un peu la vache à lait, les sales qui sont réguliers. Tu as toujours en fait 40% de mecs dans une boîte qui font pas de perf. Dans ces 40%-là, tu as soit ceux qu'on n'ont jamais fait et qui généralement vont pas tarder à changer de métier, ou tu as aussi ceux qui ont été top performers, mais on sait que c'est un métier à turnover, il y a des hauts, il y a des bas, et aujourd'hui qui le sont plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc même dans ces performances-là, c'est de pouvoir voir dans son diagramme et dans sa team qui est à quel niveau et comment. Parce que même en termes de management, tu vas pas piloter les gens de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et justement, tu fais comment pour ceux qui ne performent pas? Tu, Ouais, tu fais... bah c'est là où, je sais pas pourquoi, tu sais, je suis un pro du diagramme, tu sais, moi je me fais des barres comme ça, là. Tu vois? Ouais, Imagine, je sais pas si ça se fait ça sur un podcast, des stylos, des barres comme ça. Tu vois, imagine la performance, déjà on la juge là de gauche à droite sur la performance commerciale, la rentabilité. Là tu perfs pas. Après, il y a autre chose à prendre en compte aussi dans une startup. Tiens, le super diagramme, on dirait une croix de fer. C'est, tu sais, le mindset et l'appétence du commercial est dans la culture de la boîte. Là, c'est je suis démotivé, j'ai pas la culture. Et là, j'ai la culture et je tire les gens vers le haut. Donc, tu vois, ceux qui seraient placés là, ça, c'est ceux qui perfent et qui sont dans la culture. Eux, c'était top performers, tu vois. Et ok, typiquement, en fait, ces gens-là, moi, en termes de management, c'est des gens où je leur donnerais des objectifs qui soient élevés, je les challengerais, je les laisserais autonomes, et ces gens-là auraient des choses à prouver, et pourquoi pas, ils pourraient évoluer vers des postes de manager. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui est là, qui est à fond dans la culture, dans le mindset, mais il performe pas encore. Lui, les actions qu'il aura à faire, ça serait plus de la formation, du coaching, de la double écoute, être à côté d'eux pour leur faire passer ce cap-là, tu vois. T'as ceux-là qui est intéressant. Ceux-là, c'est ceux qui perfent, mais quand on aura le bol, tu sais, ça fait peut-être longtemps qu'ils font ça, ils en ont un petit peu marre, on l'a tous vécu cette situation-là, tu vois. Eux, ça serait plus du coaching, répéter la vision, la roadmap et l'évolution. Et pour répondre à ta question, du coup, c'est ceux-là, ceux qui perfent pas et qu'on n'aime pas, en fait, il faut tout de suite les sortir de l'équipe. Il faut les sortir de l'équipe parce que c'est contagieux. Tu sais, la bonne humeur, c'est contagieux, la performance, c'est contagieux, et ceux qui sont en bas à gauche, ils ont rien à faire chez toi, ils tournent pas et en plus, ils démotivent les gens. Il y a rien à faire. C'est fini, tu vois. C'est le début de la fin. ok. Du coup, c'est quoi Mais tu cherches quand même à essayer de les motiver avant de leur Bah, dire que c'est fini? en fait, souvent, tu as un cap, c'est que quand tu commences là, c'est Ouais, si tu coaches suffisamment les gens et que tu leur donnes de la vision à ce moment-là, tu les refais remonter en haut et ils ouais, reviennent top performer mindset. Mais ceux qui sont là, ils performent, ils ont plus le mindset, c'est eux qui vont passer là après s'ils sont complètement démotivés. Donc, un peu le travail en amont, il serait comme un docteur. ouais. C'est agir avant que ça arrive. Ou sinon, s'ils sont là, c'est que peut-être qu'ils ont été là, ils ont été mal formés, mal onboardés, objectif pas clair, mauvais manager. Au lieu de passer à la perf, bah, ils sont passés à la non-perf. Et ça arrive aussi beaucoup enfin, tu sais, il y a différents types de startups. Tu as les scale-up où il y a des managers, les plateaux, ils sont hyper dynamiques. Mais tu as aussi des petites structures où les gens vont prendre leur business développeur et peut-être qu'ils vont prendre des juniors en premier business développeur, mais des juniors, il faut s'en occuper, il faut les manager, il faut les former. Et manager commercial, c'est un métier, tu vois. Autant on a des profils, un G et tech, mais ils ont un junior, ils l'accompagnent pas. Tu sais, naturellement, ça t'a vite fait de passer d'une case à l'autre, hein. C'est un junior pendant une semaine, il n'a pas d'objectif clair, il ne sait pas pourquoi il est là, il n'a pas vraiment de méthode. En 5 jours, il passe en dessous, hein. Je sais Ok. pas. Ouais, bah, non, oui, c'est ça, hein. Bah, je pense, ouais, t'as complètement raison sur ça dans l'idée, parce que, comme tu dis, je pense que moi, je le vois là dans la boîte où je suis, justement, c'est une petite structure, et je pense qu'on est en train de construire toute la partie commerciale. Et une personne justement qui arrive, qui serait junior, bah, elle va pas durer longtemps dans la boîte parce qu'il n'y a pas, comme tu dis, il n'y a pas enfin, tout l'onboarding, toute la formation que tu devrais avoir quand tu es un junior pour justement pour, pour avoir du succès.
Pardon. Bah ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, même en parlant de ça, ça me fait même penser en termes de différents management. Tu as des managers aussi, ils prennent des business développeurs. Pour eux, ils ont prévu un plan de carrière. Tu vois, tu fais SDR, sales, corporate, un coup de manager. La chose est linéaire. Mais je connais aussi, moi, des structures de vente qui sont très axées sur de la vente, chiffres. Il faut que ça rentre. Et eux savent éperdument que le commercial, quand il rentre, va avoir une épée de Damoclès. En fait, ce qu'ils veulent, c'est management agressif. Ils savent très bien qu'un commercial va durer entre 6 et 10 mois. C'est pas gênant en soi. Ils savent qu'entre 6 et 10 mois, ils vont rentabiliser les coûts d'onboarding, de formation et de recrutement et de les faire tourner. Et en soi, le travail. Et on peut te donner un exemple. Je sais pas si tu prends des plateaux de sales, tu sais, des marketplaces de médecins, des marketplaces d'avocats, des marketplaces de restaurateurs. Les gens codent du restaurateur toute la journée et ça close. C'est très chronophage et rébarbatif. Mais Ouais. néanmoins, ça peut être rémunérateur. Tous ces postes-là peuvent être aussi à fort turnover. Et en tout un accord, dès le début, ta boucle, elle peut être ciselée à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Et justement, comme tu fais, bon, là on parlait de ceux qui performent pas, et Mm. bah pour ceux qui performent justement, comment tu fais pour améliorer leur performance? Ouais. Là, ce sont déjà top performeurs, mais comment tu fais pour qu'ils arrivent à donner encore plus de résultats? Ouais, c'est sûr. Et tu vois, c'est parce qu'on est tous des sales et je pense que ce métier de sales, il est rigolo parce que c'est un roller coaster. Le sales, c'est des hauts et c'est des bas, mais on le vit tous. Moi, en premier, je me souviens quand j'étais chez Xerox, je m'éclatais. Là-bas, c'était que porte-à-porte phonique, vente de copieurs. Je m'éclatais, mais il y a des mois, je me disais, mais je vais passer au service marketing, j'en pouvais plus, j'étais rincé de recommencer à zéro tous les mois. Et puis le matin, je me levais, je regardais le service marketing et je me disais, bon, ils ont l'air de bien se faire chier dans leur bureau. Non, finalement, je repars vendre. Tu sais, des fois, tu passes une matinée, tu as un coup dur, tu te dis, quelle journée de merde. Et l'après-midi, tu as un call qui tombe, tu es tout content et ça monte et ça descend. Et c'est pour ça que même les top performers, on sait très bien que sur la durée, ils vont avoir des mois ou des quarters qui vont être, c'est des cycles qui sont plus ou moins longs, tu vois. D'où le but d'anticiper et d'avoir des actions coup de poing pour les rendre tout le temps top performants. Tu vois, moi, typiquement, dans des boîtes, des fois, ce qu'on fait, c'est que tout le monde a un salaire fixe et variable. Mais en fait, ce truc-là, il est tellement commun, variable déplafonné, tout le monde le fait que c'est commun. Tu vois, Ouais, des fois, dans des boîtes, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des gamifications spéciales sur un mois. Tu sais, pour sortir un peu du quotidien. Ça peut être, tiens, pendant un mois, d'octobre ou décembre, la CQ4, ça s'y prête bien. On arrive dernier quarter. Là, les startups ont le potentiel de faire la moitié de leur chiffre d'affaires de l'année. Tiens, novembre et décembre, on se donne 40 jours. On se fait une opération spéciale avec des primes variables bonus qui sont juste sur cette période-là. Et on se fait une gamification, je sais pas, sur un thème qui pourrait être l'armée, les JO ou je sais pas quoi, tu vois, avec une première journée où on se maquille, on se déguise, on fait des équipes, on gamifie et on met en place juste, tu vois, pour les closers, une KPI de chiffre d'affaires pour les gros hackers, une KPI lead, mais qui les sortent un peu du quotidien. Tu vois, malgré que les tâches restent les mêmes et les chronophages, qui les sortent du quotidien en termes de challenge, de rémunération, ça peut être du cadeau aussi, avec des bons, des voyages, etc. à faire gagner. Et ça, souvent, les perfs, c'est comme des piqûres d'adrénaline, des petits coups de boost. Tu vois, ça ok. sert comme au Tour de France, tu vois, pour monter les Alpes, à un moment, il faut des petits boosters. Ça serait pareil, en fait, ces challenges, ces gamifications. Je sais Et pas si on peut comparer ça à du dopage, du coup, c'est peut-être pas sans cette métaphore. non, je pense pas. Tour de France. Non, je pense que c'est. Non, c'est. Dopez vos sales en coaching. Dopé. Ah, allez-y. Justement, je voulais revenir sur ce que tu disais sur le roller coaster, justement que bah il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Donc là, tu nous donnais un exemple pour la fin de l'année, justement pour essayer de booster Ouais. les ventes. Et tu fais comment pour les autres moments de l'année, justement, bah, quand tu disais tout à l'heure quand tu étais chez Xerox, tu avais des mois où c'était plus dur que d'autres. Tu faisais comment? C'était quoi ce qui te motivait justement pour continuer? Ouais, clairement, tu vois. Clairement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y aurait plusieurs choses. Tu sais, on pourrait parler de soft skills, de comportement et après d'hard skills, de différentes techniques. Moi, en termes de soft skills, et ça reprend un petit peu ces 10%, j'ai toujours vu des sortes de qualités intrinsèques. Au top business développeur, tu sais, je prends des voix bibliques. Il y en a un, on le voit, tu vas me dire, c'est bateau, Max, c'est la combativité et la persévérance. On le sait tous, ça, tu vois. C'est qu'à un moment, on voit que les top performers, c'est quand ça devient dur, que tu vois les durs qui rentrent en jeu et qui vont faire la culture de l'effort. Je sais pas si tu avais vu il y a quelques années, non, c'est il y a des décennies. C'était Mohamed Ali, il avait fait une interview avec des journalistes. Et un journaliste, il lui fait, mais Monsieur Ali, combien d'abdominaux vous faites par jour? Et Ali lui dit, j'en sais rien parce que je commence seulement à compter quand je suis épuisé et que j'en peux plus. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui se passe Ouais. en amont, ça sert à rien. Tu vois, le vrai jeu commence quand en fait je suis épuisé, que je suis à deux doigts d'arrêter. Et ça serait ça les top performers, la combativité, c'est pas se combattre quand tout va bien.
Mais c'est quand c'est dur et que tout va mal, là, tu vois ceux qui sont combatifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça serait la combativité. Après, tu vois aussi les top performers, ils ont toujours, tout le monde a une motivation avec l'argent, et tu as forcément une motivation en fait sur le classement. Tu vois. C'est con, mais les bizdev, t'as beau dire, mais il faut que ce soit classé et les top performers, ils veulent être en haut. C'est comme quand les mecs qui regardent le football, quand tu es au championnat, tu es 18e sur 19, t'es pas content, tu vois. Top 3, là, tu commences à te projeter. Et en fait, ces gens-là, du coup, ils vont avoir ce qu'on appelle une sorte de, comment on pourrait dire, de culture de l'entraînement. Tu sais, la culture de l'entraînement, c'est ce qui te permettrait en quelque sorte de prendre du recul sur toi. Et même si tes tâches sont chronophages, c'est de toujours exécuter les gestes pour qu'ils soient le meilleur possible. Tu sais, c'était avec un de mes collègues le jour, on parlait de foot. Tu sais, la Ligue des Champions, ça a recommencé. Hier, on avait le match du PSG. Du coup, c'est peut-être pas un direct podcast, donc peut-être que ça fera pas sens par rapport à la chronologie. Mais en foot, tu connais Cristiano Ronaldo. Exact. C'est Oui. le meilleur tireur de coups francs du monde. Enfin, c'est ce qu'il se dit depuis des années. Tu vois. Et mon copain, il me fait, mais Max, ce mec-là a des pieds magiques. Mais il est né avec des pieds magiques. Je lui dis, c'est pas une question de naissance et de pieds. Je pense que 99,9% des gens sont nés avec des pieds. Et c'est pas non plus une question de magie. Ça n'a aucun sens. Mais c'est juste que quand tout le monde rentre au vestiaire, tous les soirs, il va retirer 5 ballons, 10 ballons. Tu vois, il peut pas s'empêcher de retirer des coups francs. Et c'est pour ça que c'est le meilleur. Ça serait cette culture de l'entraînement. Les gens veulent toujours s'améliorer et être meilleurs. Tu vois. Et pour en arriver à la rigueur à une troisième chose que je vois, par rapport à ta question du roller coaster, hein, ça démarrait par là, je crois, la conversation. Oui. Il y a une compétence qui est essentielle, c'est celle du sang-froid. Quand tu as confiance en toi et que tu as conscience en ton process et en tes ratios et en ta méthode et que tu es capable de prendre du recul pour voir que la méthode, tu gardes vraiment la même et que tu l'as pas transformée, tu sais, et perdue en cours de route, avec le sang-froid, tu maîtrises en fait ces cycles-là. Et tu sais qu'à un moment, ça va retomber, tu vois, parce qu'on parle de roller coaster, mais des fois, je parle de. T'as déjà fait du surf, mec? Non. T'as jamais fait de surf? Non, jamais. J'en ai fait une fois, j'étais pas très glorieux, tu vois. Mais tu sais, le surf, ça fait toujours penser un peu au business. C'est qu'au début, tu commences à une étape où il faut arriver derrière le banc de vagues. Ouais. Tu sais, tu rames, franchement, c'est physique. Et à ce niveau-là, moi, tu vois, je suis pas très carré, j'ai des petites épaules, j'ai du mal, tu vois. Mais si j'arrive sur le banc de vagues, là, c'est déjà fatigant. Là, je peux faire mon kiff, en fait, sur la vague et être en plein smooth. Ça, c'est les closings et tes primes variables, tu vois. Mais il y a forcément un moment où tu vas te retrouver le cul dans les cailloux, tu vois. Avec ou sans le maillot de bain. Tu vois. Et quand tu es le cul dans les cailloux, si tu veux reprendre ton kiff de closing, va falloir repartir sur ta planche pour repartir sur le banc de vague, tu vois. Et même si tu as été top performer, j'en suis sûr qu'il y a un moment ou un autre dans l'année où tu vas te retrouver le cul dans les cailloux. Et ça, c'est le sang-froid et le recul qui va te permettre de repartir sur le De banc de vague. repartir. Parce que c'est le banc de vague qu'on veut au final. Ce qu'on veut, c'est surfer. C'est du Ouais. smooth. Ouais, Tout bah, chousse. c'est le cycle, comme tu dis, justement. Et je pense que ouais, le sang-froid, c'est un bon élément. Et je voulais repartir sur ce que tu disais sur l'entraînement. Qu'est-ce que tu vois justement chez les top performers? Qu'est-ce qu'ils font différemment au niveau de leur entraînement? Comment ils s'entraînent? Ouais, 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 ouais. Déjà, tu vois, pour un bon entraînement, ça passe par une super organisation. Comment il s'appelle déjà le président là qui était bûcheron aux États-Unis là? J'ai commencé le Je BizDev sais trop plus tôt. du Moi, tout. j'ai commencé à 19 ans. Du coup, j'ai un niveau scolaire qui est très réduit. Un bûcheron, c'est un des premiers présidents américains. Abraham Ok, Lincoln. ok. Lui, c'était un bûcheron avant d'être président. Et un mec, un jour, il dit à Abraham, il lui dit, Abraham, si vous avez 3 heures pour tomber un arbre, c'est quoi la méthode? Il dit, si j'ai Ah 3 oui, heures pour ouais. tomber un arbre, je passerai 2 heures à affûter ma lame, tu vois. C'est vraiment la préparation. Tu vois, un top performer, c'est simple, quand il va arriver le lundi, là, le début de sa semaine, quand il fait son voyage dans le métro, qu'il fait ses transports ou son sport le matin, il est déjà en train de visualiser ses tâches. Tu vois ce que je veux dire? Du lundi au vendredi, tu as déjà réparti tes tâches entre tes plages horaires chaudes et tes plages horaires froides, et en fonction de ce qui pour toi est urgent et important. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est urgent et important, ça va être faire tes rendez-vous clientèle, faire ta prospection, chasser tes clients. Ça, tu vas te le faire de 9h à midi, 14, 16h30. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est urgent et ce qui est pas important. Ça peut être quoi? Faire ses propals, envoyer ses mails, faire ses relances de plaquettes, toutes ces petites choses qui sont en soi, tu vois. Mais demain, c'est pas important. Ces trucs-là, les faire en plage horaire froide, tu vois, etc., etc. C'est-à-dire pas privilégier ta zone de confort de ce que tu as envie de faire, mais sur les plages horaires qui sont propices, c'est se faire violence et aller chercher du business, tu vois. Et c'est quand tu arrives le matin, peu importe l'heure à laquelle tu commences, il y en a qui sont du matin, plus ou moins, mais enfin, t'exécutes tout de suite, tu vois. Ok, ouais, donc en gros, c'est répartir tes tâches en fonction de l'importance Ouais.
plus qui te pousse vers la vente que les autres tâches. Ouais, c'est ça, ce qui est important pour toi, notamment pour prospecter, aller chercher des clients, c'est quand même la base et c'est pas la zone de confort, tu vois. C'est pas la zone de confort. Et en plus, ce qui est rigolo dans le BizDev, c'est, tu sais, moi, quand je mets des stratégies en place, pour mes clients ou pour nous, on appelle ça des playbooks, tu sais, c'est un jeu. Mhm. Tu sais, c'est le playground. Et en fait, c'est rigolo dans ce jeu-là parce que je crois que c'est le seul jeu au monde, Eric, où il n'y a pas de faux départ. Tu peux partir quand tu veux, tu vois. Il n'y a pas de coup de sifflet final. Donc en soi, tu peux toujours. C'est le seul jeu au monde où il n'y a pas de coup de sifflet final. Tant que tu perds, tu peux toujours gagner, tu vois. Et tu pars à l'heure que tu veux. Et donc ça, c'est le BizDev. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Et Ça répond pas à la justement, question. Pas non, des si, si, renseignements. ça répond ça répond à la question. Justement, j'allais te demander, et quels sont pour toi les outils que tu peux mettre en place pour améliorer la performance commerciale? Ouais. Mais ça, c'est parce que tu vois ma tête, ça fait 12 ans que je fais du BizDev, mais j'ai pas encore de cheveux blancs, Eric, je suis pas vieux, hein. Je dis jamais mon âge, c'est un mystère total. Mais il y a 12 ans, quand j'ai commencé le BizDev, on n'avait pas de CRM. J'ai connu le premier GPS, le TomTom, 3 mois après mon premier job, tu vois. Et mes sources de prospection, c'était un carton et un sachet où on avait toutes les cartes de visite accumulées des commerciaux et chacun tapait dans la boîte. On a pas le pot pourri, tu vois. On tapait dans la boîte, on prenait une pile comme ça, on faisait nos phonings là-dessus. Et après, on allait en porte-à-porte. Et quand j'avais mes rendez-vous, la première chose que je faisais, c'était aller dans la mairie du village parce que dans la mairie, je prenais le plan de la ville. Il n'y avait Ok. pas de GPS, il n'y avait pas de Gmap. Et donc, pour connaître ma rue, la mairie, c'est toujours fléché. J'avais le plan de la ville et même une source de prospection, c'était les artisans qui achetaient les encarts autour du plan de la ville, tu vois. Et c'était vraiment comme ça il y a 12 ans. Aujourd'hui, nous, on le voit, ça a complètement changé, mais le CRM, c'est un no-brainer. Tu vois, tu veux on peut parler d'outils d'un côté, tu vois. Tu veux qu'on parle un peu de stack logiciel, peut-être d'automatisation que nous on Ouais, utilise ouais, vas-y, régulièrement. justement. Ouais, vas-y, ouais. T'as un bon public. Moi, je sais que tout ce qui est bon LinkedIn, ok, ça tout le monde connaît. Tout ce qui est chasse grand compte pour faire du scrapping de top manager et construire des bases de données. Moi, j'utilise Drop Contact de Denis Cohen. Tu sais, il a station F à l'incubateur HEC, il a un super fichier où toi, tu vas lui charger quelques datas sur Excel. Tu lui pushes ton Excel et son algorithme est branché à toutes les datas open source, les bases sirènes, etc. Et aussi branché à tous les réseaux sociaux. Il va te ressortir le mail, la civilité, nom, prénom, les tranches d'effectifs. Donc ça, c'est un premier outil, Drop Contact, que j'aime beaucoup. Souvent, quand je veux travailler un peu de volume, je travaille avec Raphaël de chez Cold CRM. Tu sais, Raphaël, avec le Sales Navigator, me permet de construire en quelques clics des grosses bases de données. Donc, on automatise aussi tout ça. J'aime beaucoup l'outil de Guillaume Boubèche, Lemlist. Tu sais, il fait du mailing automation en cascading. Il me permet aussi de personnaliser les images. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et imagine, on branche tout ça avec un Zapier et un HubSpot. Aujourd'hui, on fait plus de call. Je fais tourner mes listes sur mes boucles et tous les gens qui cliquent à l'intérieur de mes emails rentrent directement dans mon HubSpot, dans des listes. Les numéros de téléphone sont trouvés. Je vais appeler que ces gens-là, en fait, exceptionnellement, tu vois. Je vais envoyer mes mails de suivi qui sont plugués à mon HubSpot et dès que ça ouvre mes propals et mes mails, boum, j'appelle et puis je close. Automation simple, on peut en avoir d'autres, tu vois. Neodil, Lucas, qui automatise l'ajout des personnes sur LinkedIn et qui permet de faire des messages avec des follow-up. Tu vois, ça marche très bien. On est déjà pas Ok. mal ici, tout ça. Des outils de base, tu vois, en soi. Extraire des sites internet, data miner, etc. C'est quoi Mais ton c'est vrai outil que le stack que préféré? j'aime bien, Ouais, parce que j'ai. moi, je suis fan des trois que je t'ai dit, tu vois. J'aime beaucoup les scrappers, forcément. Denis Drop Contact et Cold CRM. Moi, je suis un gros fan de l'outil de Guillaume, Lemlist, qui me fait du cascading d'emails avec des photos, tu vois. C'est vraiment top. Et bien sûr, HubSpot qui, c'est le top du top, tu vois. C'est le top du top. Mais je suis très chauvin, je parle d'abord des Français. Ouais. T'as raison. Ouais. Et on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de coaching Ouais. pour les personnes justement qui sont performantes mais qui ne sont plus motivées. C'est ça Ouais. que tu avais dit. Ouais, clairement. Justement, pourquoi c'est important justement pour eux? Pourquoi c'est le coaching qui va les aider Ouais. à revenir? Parce que eux, la formation, la technique, en fait, ils l'ont déjà. Ok. Ils ont déjà été performants. Et en fait, le coaching, il peut se passer deux choses à ces choses-là. Déjà, tu peux avoir une phase d'audit, à savoir, est-ce que lui, la tête dans le guidon, il se croit bon et peut-être qu'il l'est plus? Ou est-ce qu'il est démotivé par vision, manque de motivation, etc. Souvent, en fait, dans ces choses-là, ce qui est important, c'est déjà de prendre du recul et dans ton entretien, faire un entretien qui est très chiffré. Tu vois, les gens qui sont perf tête dans le guidon, des fois, ils prennent plus de recul, en fait, sur leur tableau de bord. Et des fois, le problème qu'ils ont pu avoir, c'est qu'ils ont passé tellement de temps à closer qu'ils ont oublié de faire du pipe en prospection et en fait, ils se retrouvent cul nus à transformer que des leads entrants. Tu sais, ces fameux, tiens,
Tu vois, lui, ça serait l'exemple du moi, je transforme à 50%. Bah ouais, mec, mais tu te rends pas compte que en termes de capacité de travail, en fait, ça faisait 2 mois que tu chassais plus et que tu faisais que du lead entrant, tu vois. Et vu qu'avant, tu étais bon, on te passait tout lead, maintenant, on te les passe plus. Donc, en fait, eux, ça serait plus prendre du recul sur leur tableau de bord et surtout leur funnel. Nombre d'entreprises rentrées, nombre de leads générés, nombre de contacts, tu vois, qui prennent du recul sur leur début de funnel pour voir ce qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Et après, Ouais. ça peut être aussi un coaching qui est plus même motivation et vision. Pourquoi tu performes plus? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Tu sais, mine de rien, la performance, au final, c'est un business d'humain. Le commercial, on a beau dire, le commercial, tu sais, moi, j'ai une plateforme pour MyBizDev, on appelle ça le SPF, c'est la Sales Performance Platform. C'est en Ok. bêta, c'est que pour moi et mes Darwin, tu vois, on le duplique pas, c'est que pour ma flotte de BizDev interne. Et ça automatise toutes sortes de chiffres. Mais c'est une sorte d'outil au manager. Tu sais, c'est de l'humain. Des fois, il faut comprendre pourquoi il performe plus. Est-ce que c'est un problème de vision? Est-ce que c'est un problème de motivation? Est-ce qu'il se projette plus? Est-ce qu'il a envie de changer de poste? Est-ce qu'il a besoin de changer dans sa carrière? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Justement, cette plateforme-là que vous êtes en train de faire en interne, Ouais. ça te permet justement de détecter tout ça? Ou qu'est-ce que tu... Enfin, justement, la plateforme, elle te sert à quoi aujourd'hui? Ouais, bah j'ai 3 features base, je vais t'en parler une, c'est en fait celle des tableaux de bord et des OKR, qu'on puisse traquer en real time, suivant les objectifs, hein, le nombre d'entreprises, le nombre de contacts, le nombre de mails envoyés, les taux de transfo, les propals. Tu sais, HubSpot, Pipedrive font des tableaux de bord, mais très rapidement, ça peut être des machines à gaz. Et moi, pour faire mon pilotage qui est hebdomadaire et qui est pas au quarter et au mois, souvent j'aime bien traquer 3 datas. Tu vois, c'est si je suis sur du sales, je vais traquer nombre d'entreprises, pas les closing. J'ai pas besoin de plus, tu vois ce que je veux dire. Si je vais être sur du SDR, ça pourrait être nombre de contacts, taux de réponse au mail et nombre de leads. Mais cette performance-là va juste me permettre de rentrer 3 data, 3 KPI qui vont me permettre de manager de semaine en semaine. Tu vois ce que je veux dire? Et je vois tout de suite avec les moyennes sectorielles de BizDev en BizDev qui est au-dessus, qui est en dessous. Tu vois? Et je vois Ouais. aussi le passé. Je vois qu'avant c'était là et maintenant c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que celui qui est dans la case en bas à droite, lui, ça peut être un de tes meilleurs prescripteurs, c'est un top performer, mais il faut agir souvent en amont que trop tard, tu vois, pour Ouais, anticiper ces courbes de performance. ouais, Après, le profil qui est hyper important, c'est même celui qui est en haut à gauche. Tu sais, celui qui est en haut à gauche, qui est à fond dans le mindset, et par contre qui est pas encore performant, lui, c'est ta future étoile. Tu sais, c'est lui, c'est lui où il y a tout à faire avec cette personne-là et cette personne-là, plus que du coaching. Là, tu vas vraiment être dans de la formation. Donc, ça peut être de la formation présentielle sur de l'argumentaire de vente type, sur du process de base, sur de la technique de vente, sur différentes choses. Et après, tu peux vraiment rentrer aussi sur du management de proximité qui va être la simulation de double écoute. Tu vois ce que je veux dire? Argumentaire à point. Suivant l'argumentaire, lui écoute sa conversation et là, il va s'auto-piloter et mettre ses points. Tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aller en rendez-vous avec toi et là, à l'inverse, tu vas devoir lui montrer qu'il comprenne, etc. Là, tu seras vraiment sur du module c'est du coaching entre guillemets, c'est plus de la formation, on est vraiment sur la technique de vente pure. Tu vois ce que je veux dire? ok. Et justement, on va dire pour terminer sur la performance commerciale, Ouais. aujourd'hui en 2019, quels sont pour toi les meilleurs moyens pour motiver tes vendeurs? Pour motiver les vendeurs? Ouais. Moi, je travaillerais sur 3 leviers. Et tu sais, on va parler d'abord de l'univers de la startup. Je pense que le premier levier, moi, j'ai connu chez Xerox, on parlait que de pognon tout le temps et de package. Mais moi, je le vois aujourd'hui, les jeunes qui, quand ils font ce métier-là sur une startup, c'est que déjà, ils ont envie de rejoindre une équipe qui les motive et une vision d'entreprise. Tu vois. Et l'équipe et la vision, c'est hyper important parce que performeur ou pas, souvent quand tu vois tes collègues qui se défoncent et que tu t'entends bien avec eux, tu as envie que la boîte elle avance. Tu vois ce que je veux dire? Et donc Ouais. là, ça nécessite au manager de toujours faire part de sa vision, de sa mission, pourquoi on est là, et de faire rentrer en soi les gens dans son aventure et dans sa culture. Ça, c'est hyper important au début, mais même aussi souvent dans des startups qui vont lever des fonds en série B. Tu vois, quand tu passes de la levée de fonds de 1 million à 20 millions, tu as des nouveaux collaborateurs qui vont arriver dans l'aventure. Et même à cette notion de vision et de culture, tu as les premiers arrivés qui sont maintenant peut-être sûrement les managers. Ils doivent avoir cette même passion que le fondateur parce que ça va être à eux de faire rentrer la seconde vague de leur aventure. Tu vois ce que je veux dire? Yes. La deuxième chose, bah, mine de rien, ça reste les sous et les packages. Ok. Les packages, bien souvent, dans le passé, on a toujours fixe variable, tu vois. Ça, c'est
Ça change pas. Quoique, maintenant, il y a des entreprises qui travaillent que sur du fixe. Du fixe avec des actions. Après, si on met du fixe avec action pour valoriser que les actions, on a intérêt de lever des fonds et de commencer à faire des grosses valos de société. Tu vois, tout le monde n'a pas forcément les compétences et les capacités. Et moi, ce que je vois, c'est qu'à l'époque, chez Xerox, on faisait fixe très agressif et c'est-à-dire très faible et variable très élevé. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce modèle-là, il marche plus ou moins, tu vois, dans les startups. Et Ok. souvent, maintenant, les commerciaux, surtout pour des petites startups, ils ont besoin de se projeter déjà avec un fixe qui leur permette de vivre. À Paris, la vie, ça coûte cher. Et souvent aussi, dans ces startups-là, si tu es une plus petite boîte, tes délais de vente et tes cycles de vente n'ont pas encore été éprouvés. Donc, même le package pour le manager, il n'a pas encore fait ses preuves, tu vois ce que je veux dire? Et qu'on ait en fait une proportion en fixe et en variable qui est peut-être plus élevée sur du fixe et un peu moins sur le variable. Tu vois ce que je veux dire? Et même moi, mes business développeurs, en fonction de leur performance, x2, x3, x4 ou x5, où je fais les points, en fait, je le fais moi tous les 6 mois, mais ça pourrait être tous les quarters ou toutes les années. C'est ce package de fixe que je vais faire avancer. Tu vois, que je vais faire évoluer. Mes variables restent toujours des pourcentages de chiffre d'affaires. Par contre, mon salaire fixe, mon package fixe, je vais le faire évoluer en fonction de la performance. Donc, ça peut avancer, mais en fonction du quarter, ça peut aussi reculer. Tu vois, c'est immuable. Ça monte et ça descend. Tu connais ce fameux C'est roller ça. coaster là? Exactement. Bah ouais. Et, Pour pas justement et que les gens soient ancrés dans un gros fixe si jamais au bout d'un quarter ils le méritent plus. Tu vois, c'est ok, on peut avancer, mais on peut aussi reculer. C'est la vie, quoi. ouais. Non, mais c'est L'exemple de exactement la ça. Non, mais vie. c'est un très bon point. Et le troisième levier, ce serait. Parce que tu m'as donné la vision, Ouais, les bonus, enfin le package, ouais. les Et le bonus, troisième levier, en fait, ça serait l'environnement. l'environnement. Tu sais, l'environnement, et tu le vois aujourd'hui, bah, avec toutes les nouvelles générations, même, enfin, même nous au quotidien. Est-ce que moi, je préfère travailler dans un endroit hyper dynamique sur le sentier à Paris, station F, ou je sais pas, moi, des WeWork, ou est-ce que j'ai envie d'aller me farcir la défense, tu vois, en RER 3 mois, tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu vois, ça ferait trois choses, la team, la vision, un, les packages et les sous, et toi, l'environnement. Et clairement, ces trois choses-là font qu'on est dans un écosystème qui nous pousse à avancer, à performer, ouais. Ok. Et maintenant, on va passer un peu sur des questions un peu plus générales sur la vente. Ouais, je suis chaud. Euh, Vas-y, on voit. euh, donc, quel est le livre qui a le plus influencé ta vie de commercial? Hmm. Ah, franchement, des bouquins, j'ai eu deux phases dans ma vie. Une où je lis énormément de bouquins et une où je les ai tous brûlés, tous vendus chez Qu'est-ce JBR qui Jeune, tu vois. qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, j'avais monté une première boîte, tu sais, je l'ai coulée. Et Ouais. bah, du coup, toutes les mois, j'ai tout vendu chez moi. Et j'ai fini par aller vendre mes bouquins chez JBR Jeune, donc j'en avais plus. Et quand j'allais vendre mes bouquins chez JBR Jeune, tu sais, des bouquins business, ils se sont rachetés cher. En Ouais. fait, pendant que je les ramenais, je me disais, mais si ces mecs-là étaient si bons en business, pourquoi ils écrivent des livres? Et pourquoi ils font des boîtes? Et en fait, même des fois, je me rendais compte, à force de lire tellement de méthodes, j'arrivais plus à réfléchir par moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le temps, je me trouvais des réponses de pseudo-consultants ou écrivains. Non, je me suis dit, mais j'en ai marre de tous ces trucs-là. Ça m'empêchait d'avoir mes cases à moi. Donc, ça répond pas à ta question. Mais par contre, j'ai envie de te parler, quand tu me parles d'un bouquin, c'est le tout premier que j'ai acheté. Le tout premier bouquin, avant même que je sois sales et que je me suis lu avant d'aller chez Xerox, et je l'ai lu et appris par cœur tous les dimanches après dans le parc. Du coup, c'est un vieux livre, hein. C'était les techniques de vente qui font vendre de Marc Orcos. C'est vraiment un Ok. bouquin qui est pro sales et qui te décrit toutes les étapes de la vente, tu vois, call call, découverte des besoins, argumentaire et closing, qui est peut-être maintenant plus vraiment d'actualité, mais qui a toujours du bon à prendre dedans parce que la backbone reste toujours la même, tu vois. Ouais. Et celui-là, il m'a marqué parce que c'était mon tout premier livre que j'ai acheté à business. Je me souviens, j'étais au Parvis, là, chez Leclerc, j'avais 17 ans et c'est celui-là que j'ai pris et je l'ai saigné de A à Z. Et je crois que celui-là, Et, j'ai toujours pas vendu, je l'ai chez moi encore, ouais. et justement, je voulais revenir sur ce que tu disais. Donc, du coup, en fait, tu voyais pourquoi en fait tu vois plus du tout d'intérêt dans les livres, c'est ça? En fait, quand tu dis que Ouais, ça m'empêche de réfléchir, ouais. et justement, moi, j'allais te poser la question. En fait, en gros, moi, justement, quand j'essaie de lire un livre, justement, j'essaie de prendre du recul, justement, et pas de, je pense, de faire un peu comme ce que tu dis, de Ouais. pas être trop influencé par ce qui est dit dans le livre, parce que justement, tu peux lire, il y a plein de livres sur des méthodes différentes, et tu vas commencer à en lire un, tu vas dire, ah ouais, attends, c'est trop bien ce qu'ils sont en train de dire là, tu vas lire un autre livre, ça va être une autre méthode, et tu vas lire Mm. un autre livre, ça va être encore autre chose. Ouais, Et je pense que l'idée, c'est, enfin, moi je le fais comme ça aujourd'hui, c'est de ouais. prendre ce que tu penses que pour toi ce qui marche et tu le testes et tu vois si ça marche. Et l'idée c'est de faire ça au lieu d'appliquer, comme dit le livre, c'est
parce que tu vas lire 3 livres ou 4 livres dans l'année et au final, ils vont dire 4 choses différentes. Enfin, le mieux, c'est de prendre la meilleure idée des 4 et de la tester et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tu continues à le Bah faire. oui. C'est tout. Ouais, t'as entièrement raison, surtout qu'en plus dans le livre, t'as pas le contexte, tu vois. Donc ouais, Ouais, tu c'est peux. ça aussi. Ouais. Après, sinon, j'aime bien les bouquins, moi, mais qui sont plus mindset. Des bouquins d'entrepreneurs ou des bouquins d'histoire, tu vois ce que je veux dire? Mais justement, j'ai te poser la question. Toi, pour toi, un vendeur, justement, c'est le mindset le plus important ou Pour moi, c'est le travail, en fait. À un moment, t'as beau ouais. dire. T'as beau dire, c'est ceux qui font les plus gros packages, ceux qui font plus de chiffres. C'est pas ceux qui travaillent le plus longtemps, c'est pas finir le plus tard au bureau, mais c'est ceux qui sont le plus efficaces. À un moment, faut taper dedans, tu vois. Et la notion de travail, elle est essentielle. Et c'est pour ça que même dans mon process avant MyBizDev, je juge pas les gens sur leur diplôme ou sur leur passé, mais je les juge sur la qualité des épreuves qu'ils peuvent me délivrer en 5 jours et sur leur performance, tu vois. Il y a un moment, voilà, et quand tu tapes dedans, ça rentre, tu vois. Tu sais, au final, le sales, c'est François que tu avais vu chez YouMind, là, il disait sales is a science. C'est vraiment ça, tu vois, c'est une question de process, et quand tu as le process, faut bosser, donc c'est le travail. Après, c'est l'état d'esprit. Ok. Et qu'est-ce que ça serait si tu devais donner un conseil à une personne qui commence dans la vente, qu'est-ce que ça serait? Une personne qui commence dans la vente, Ouais. ouais, bah, tu vois, si on reprend un petit peu, qui commence, j'en aurais 1000 des conseils, mais à la rigueur, Mais un seul. j'ai envie de te donner un conseil, tu sais, à ceux qui sont top performers. Et à ceux qui risqueraient d'aller vers le bas, ça serait de toujours prendre du recul face à son activité et de toujours en fait se remettre en question. Tu vois, moi, depuis 12 ans que je fais ça, je tourne à 15 rendez-vous semaine, peut-être un petit peu moins aujourd'hui parce que je suis fondateur et j'ai des biceps, mais je fais tout le temps des rendez-vous. Et même moi, des fois, je prends du recul et je reprends mes argumentaires et mes process et je me dis, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, parce que ça, les autres sciences, tu sais, la vente, c'est un peu comme un jeu à points, c'est un toucher-coulé, ça, c'est 20 points. À 20 points, je signe sûr, à 15 points, je signe, à 10 points, je signe plus. Et à force d'avoir des habitudes, on oublie que des fois, en fait, on n'est plus dedans et on se rend pas compte qu'on marque plus les points. Tu vois ce que je veux dire? Et de prendre du recul, se remettre en question, s'auto-évaluer sur son business, ça permet toujours d'être meilleur et de garder justement son niveau de forme pour pas faire une Ronaldinho, là. J'aime bien le petit détail. Et quelles sont les mauvaises recommandations que tu entends justement dans la vente? Les mauvaises recommandations? Ah, c'est une bonne question, ça. Les mauvaises recommandations. Les mauvaises recommandations, tiens, j'ai envie de te la tourner comme ça. Imagine, toi, tu rentres en bizdev dans une boîte où t'es premier bizdev et t'as que des ingés ou des gens du marketing. Et donc, forcément, tu as une culture horaire qui est différente. Je sais que dans beaucoup de startups, les ingés, les markets, ça commence à 10h30, tu vois, ou 10h, ou peu importe le truc. Mais après, ça finit plus tard, tu vois. Moi, je vois que tous les bizdev qui commencent sur des horaires d'ingé ou des choses comme ça, ils vont tous au carton, tu vois. Ça serait le mauvais exemple. On Ok. sait que ça reste un métier de. Faut commencer quand même le matin. Je sais pas à quelle heure, mais il faut que ça commence tôt, un bizdev. Tu vois, c'est un des cycles où le bizdev, quand j'étais salarié, je sais que j'étais un des premiers arrivés au bureau, même avant le fondateur, mais parce que je sais qu'entre 8h et 10h, c'est là où je vais faire toutes mes meilleures perfs. Tu vois, donc ça serait le mauvais conseil, ça que tu me disais, hein, ou la mauvaise Ouais, chose, ouais, le mauvais bah, conseil. c'est prendre un rythme. Et ça, c'est prendre un mauvais rythme en fait. Et le mauvais rythme, quand tu es bizdev seul dans ta boîte, c'est de prendre celui justement des autres qui sont pas bizdev. Tu vois, c'est clair ou pas? Si, ouais. Ouais, c'est clair. En gros, faut commencer tôt et taper dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que justement, en plus, quand tu es BZF, tu dépends vraiment beaucoup des horaires des personnes que tu vas Ah ouais. contacter. Donc, faut plus se mettre dans cet état d'esprit-là, plus que se dire, ouais, je commence à 10 heures, et de toute façon, je finis plus tard. Mais le souci, c'est que dans une journée, les meilleurs horaires, enfin, quand tu fais du call, c'est le matin, avant 9 heures généralement, et après 5 heures. Donc, Ouais, ouais. T'as rien à faire, tu vois, le soir. Et en plus, tu vois, ce métier-là, on sait quand même que c'est dur mentalement et tout. Moi, je vois ça plus comme un marathon que comme un sprint. Des fois, tu vas sprinter fin de mois ou fin de trimestre, mais c'est un marathon et je suis toujours bon pour commencer tôt, finir tôt, aller faire du sport, s'aérer parce qu'il faut tenir la distance aussi, tu vois. ok. Bon, bah, c'était super. On va arriver sur la dernière question, justement, Je suis prêt. pour l'épisode. Et donc, c'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer. Quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de vendeur? Ok. Bah tiens, le défi à mettre en place, ça serait de tout pour voir le prochain call qu'ils font, le prochain argumentaire s'enregistrer. Ok. Enregistrer son argumentaire et ça déballe tout de suite. Soit c'est sur le téléphone, si c'est un portable, tu as des applis qui enregistrent, ou soit tu as un système de VoIP, etc. Et cetera. Et d'écouter sa conversation pour tout de suite s'auto-évaluer. Et tout de suite pouvoir se dire, tiens, c'est quoi même les
déjà les deux choses que je fais bien. Des fois, les gens n'ont pas conscience de leurs points forts. Tu vois, localiser là où je suis fort pour pouvoir accentuer là-dessus et tout de suite voir les deux choses à améliorer, les deux points faibles pour réitérer, tu vois. Juste après, tu décroches, tu as un call, enregistre-toi et écoute-toi. Et je te jure, moi, je le fais des fois pour moi. Ça fait 12 ans que je fais ça et on fait tous tout le temps des fois des erreurs et je me dis, putain, Max, t'as oublié ça, t'as déconné sur ça. Ça fait mal de s'entendre. Hein. C'est pas comfort zone, ça, et je vous conseille de faire ça. Ok, bah, ça marche. Merci pour ce dernier conseil. Et merci de nous avoir rejoints pour l'épisode d'aujourd'hui. Et je te dis à bientôt. À bientôt, Elric. Ciao Max. Bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!